Mel. Donc, dans un premier temps, je vais prendre le temps de me présenter. Donc, bonsoir ou re-bonsoir à tout le monde. Encore une fois, merci d'être là avec nous ce soir pour cette conférence. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Je m'appelle Annie Brissette, je suis directrice des opérations d'Agile Montréal. Donc, pour ceux qui viennent aux événements qu'on a, je dirais, hebdomadairement ces temps-ci, vous m'avez sûrement déjà vu. Donc, sinon, pour les autres, bien, enchantée, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Quelques mots sur Agile Montréal. Pour ceux qui nous connaissent moins, ben c'est ça, Agile Montréal, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour but de justement promouvoir l'agilité et surtout de mettre en contact des gens qui travaillent de près ou de loin avec l'agilité pour former cette communauté-là qu'on appelle la communauté Agile de Montréal. Donc, on a différents événements à toutes les semaines. Comme ces temps-ci, on en a vraiment beaucoup. Donc, je vous invite à aller consulter notre site web pour découvrir notre programmation. Et aussi, une manière qui est vraiment facile de rester au courant, c'est de s'abonner à notre infolettre parce que vous recevez l'information facilement comme ça dans votre boîte courriel, puis vous êtes toujours au courant de ce qui se passe, qui s'en vient, pour vous inscrire à nos événements. Sinon, on a des événements aussi, je dirais, de plus grande envergure au cours de l'année. Puis un de nos prochains événements qui s'en vient au mois d'avril, ça s'appelle Spark the Change. Donc, c'est un événement justement qui est vraiment autour de la notion du changement. Où est-ce qu'il y a beaucoup d'ateliers participatifs, là, où est-ce que vraiment les participants sont invités à prendre part à ces réflexions-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir sur le site web d'Agile Montréal ou directement sur le site web de l'événement Spark the Change, où est-ce que toute la programmation est détaillée. Et c'est aussi à cet endroit-là où est-ce que vous pouvez vous procurer un billet pour l'événement. Donc, moi, ça fait le tour un petit peu des choses que j'avais à dire. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à notre conférencière, ben c'est ça, je ne sais pas si le mot conférencière est bon, mais disons à la personne qui va nous partager son expérience. Donc, Marie-Josée, je t'invite à prendre la parole. Bien, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde voit mon écran, juste pour être certaine que tout est correct? Oui, de mon côté, c'est super beau. Excellent. Fait que, dans le fond, comme Annie disait, la façon dont moi j'ai préparé la rencontre d'aujourd'hui, ben, je la voulais quand même assez participative, dans le sens où vous pouvez être à l'aise de poser des questions, donner votre input, vos commentaires tout au long de la rencontre de façon comme bon vous semble, là, dans le fond. Je pense que ça va rendre la rencontre peut-être un peu plus riche puis moins longue que si c'est juste moi qui parle tout seul pendant une heure. Donc, en fait, ben, c'est ça. Je m'appelle Marie-Josée Villemur, puis je travaille présentement à intégrer le mode agile dans une équipe RH au niveau du recrutement et bientôt à plus grande échelle. Puis j'avais commencé par dire, ben, j'aime ça, faire ça. Donc, j'avais envie, moi, de raconter comment je suis arrivée à commencer ces travaux-là. Puis, tu sais, qu'est-ce que je vis vraiment sur le terrain, là, comme enjeu, résistance, partage d'émotions. Avez-vous aussi à ce niveau-là? Pour le prochain moment qu'on va passer ensemble, je voulais parler de comme deux grands sujets. Sur comment j'ai débuté la mise en place du mode agile dans les ressources humaines. Puis deux, ben, c'est quoi les grandes résistances qu'on peut rencontrer quand on veut commencer à implanter ce mode de travail-là, puis les valeurs aussi. Donc, moi, c'est juste pour faire une petite entrée de jeu, là. Je travaillais dans un département de projet depuis quand même quelques temps, puis j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste en gestion dans les ressources humaines. Donc, jusque-là, ça allait super bien. Puis, on m'a offert une grande équipe au Québec avec une patte aussi en Ontario. Donc, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Là, ça allait super bien. Puis, un petit peu après mon arrivée, on me dit, bien, il y a quand même des enjeux au niveau de l'équipe en Ontario et que ma priorité, c'était d'arrimer les pratiques du Québec avec celles de l'Ontario et de rendre l'équipe vraiment performante. Et moi, dans ma tête, ce que je me suis dit, c'est que ben là, j'avais deux choses à régler en premier, c'était les processus puis la performance. Et je me suis dit, ouais. Donc, comme je suis nouvelle dans mon rôle de gestion d'équipe, dans cette équipe-là, ben, j'essaie pendant quelques semaines là, de voir comment les gens règlent les problèmes dans ma nouvelle équipe. C'est quoi leur façon de faire, de parler aux gens, de gérer le changement et tout ça. Puis,
sais, je me suis rendu compte que moi, je n'étais pas capable de faire comme ça. Là. Tu sais, ce que je savais, puis qu'est-ce que j'aime faire, c'est travailler en mode agile. Tu sais, j'avais déjà expérimenté le mode cascade, évidemment, là, comme beaucoup de gens. Mais tu sais, j'avais tout le temps comme des frustrations quand je travaillais dans ce mode-là. Puis là, en ce moment, avec les enjeux qu'on m'avait donnés, ben, tu sais, je vivais le même genre de sentiments. Là, je me disais ben, que si tout avait été fait dans un mode plus traditionnel, puis que les enjeux étaient encore là, ben, tu sais, j'avais rien à perdre, moi, à essayer d'intégrer le mode agile là, dans mon équipe. J'en ai parlé avec ma superviseure qui m'a dit ben oui, écoute, vas-y, va être comme notre laboratoire RH pour l'entreprise. Je fais ben, excellent. Donc, ici, ben, moi, ce que je vous présente, c'est la première étape, c'est d'identifier pourquoi on veut aller en mode agile. Je pense que n'importe qui veut commencer à intégrer ce mode-là, ben, on se dit, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Parce que souvent, on va se le faire demander là, de passer au mode agile parce que c'est à la mode, parce que c'est la saveur des dernières 20 années. Là. Mais il faut quand même creuser un petit peu pour comprendre le vrai besoin. On veut travailler sur le besoin racine du problème, là, puis c'est une étape, selon moi, qui peut quand même être importante. Puis, moi, vu que ce n'était pas une demande externe puis que ça venait de moi, là, je l'ai fait l'exercice des 5 pourquoi. Fait que c'est sûr que là, je vais vous présenter ce que moi, j'ai vécu, mais c'est plus personnel là, parce que je ne suis pas nouvelle à utiliser cette méthode-là. Fait que je me disais, ben, pourquoi que je veux passer au mode agile? Ben, parce que moi, j'ai une préférence personnelle pour cette méthode de travail. Point final. C'est pas plus compliqué que ça. Mais je me suis dit, OK, mais encore. Pourquoi? Ben, parce que je trouve ça important de livrer du juste assez. T'sais. Fait que là, je me dis, OK, ouais, mais pourquoi c'est important pour moi, Marie-Josée? Ben, je me suis dit, ben, parce que moi, j'aime ça, que qu'est-ce que je fais, là, ça a une valeur ajoutée. T'sais, quand je fais quelque chose pour moi, c'est important que ça ait une valeur. Là, je fais, OK, mais encore, pourquoi? Donc, ben, parce que ça me donne un sentiment d'utilité. Et pourquoi, encore le dernier? Bien, parce que ça fait partie de mes valeurs à moi. Fait, ça, je pense que c'est un exercice qui peut être intéressant à faire. Puis je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont fait cet exercice-là avant de commencer en agile. Là, je vous poserai la question. Là, je ne sais pas si d'entrée de jeu, il y en a qui ont déjà fait cet exercice-là ou pas. Là. Il y en a qui veulent répondre à la question, n'hésitez pas. Non? OK. Je continue. Bien, sinon, une autre étape, je pense que ça va être, c'est quoi les impacts si je ne fais rien? Parce qu'on se dit, ouais, on veut passer en mode agile, mais si je ne le fais pas, c'est-tu grave? C'est-tu réellement un enjeu? C'est un enjeu aussi à court terme, à moyen terme, qu'est-ce qui arrive si je ne fais rien? Puis, la réponse à ça va aider, je pense, les personnes à se dire, OK, bien, il faut que je me dépêche ou sinon, bien, je peux y aller quand même de façon plus relaxe puis dire, OK, bien, je vais vraiment faire les bonnes étapes au bon moment. Puis, je vais prendre le temps de bien faire les choses pour m'assurer du succès parce que déjà là, tu sais, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure d'entrée de jeu. En présentant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'histoires de non-succès, mais c'est parce que des fois, on n'est pas assez bien préparé pourquoi qu'on veut ça. Donc, moi, si je retourne à mon histoire à moi, j'avais décidé d'y aller de l'avant avec le mode agile. Fait que j'ai identifié mes 2 priorités. Fait que je retourne à ce qu'on m'avait demandé tout à l'heure en premier. Bien, c'était d'arrimer des processus puis d'augmenter la performance de mon équipe en Ontario. Donc, première chose que je me suis dit, moi, c'est que j'allais prioriser les actions que j'allais devoir poser pour y arriver. Là, je me suis dit, bon, OK, je veux travailler en mode agile. Fait que je me suis dit, bon, OK, je vais me créer un projet, puis je vais le travailler en Scrum, puis je vais m'auto-nommer PO pour ce projet-là. Donc, ça a été mes premières étapes. J'ai monté ça. Puis, je me suis dit qu'il fallait que je trouve des joueurs dans mon équipe pour y arriver, créer une escouade, puis me trouver un Scrum Master. Sauf qu'à ce stade-là, il n'y avait rien qui existe de cette nature-là dans notre équipe. Là.
Il n'y avait pas de gabarit de projet au niveau RH. Il n'y avait pas de rôle non plus dans les gens qui sont dans mes équipes. C'est des conseillers en acquisition de talent, c'est des techniciens en acquisition de talent. Donc, il n'y avait pas de rôle de PO, de Scrum Master et tout ça qui font partie du Scrum dans ma grande équipe. Donc, il a fallu qu'on prenne des gens et puis regarder qu'est-ce qu'on allait faire avec eux selon leurs intérêts, qui voulait participer à ça dans notre équipe puis qui avait la motivation de le faire. On est parti de là. Donc, moi, je me suis fait un plan pour les étapes à suivre en priorité pour y arriver. J'ai divisé ça comme en blocs de ce qui est nécessaire de faire là, pour que la transition, elle se passe bien. Puis, je l'ai comme fait en entonnoir parce que je me suis dit, le haut, c'est vraiment la base. Là. J'ai fait une priorisation là, des étapes parce qu'on veut instaurer un changement. Puis, si on veut vraiment réussir, c'est important de le faire de façon à ce que ça soit logique pour les gens puis que ça se passe de façon comme fluide. Donc, mes 5 grands blocs, là, c'était de former les gens. J'avais dit la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Puis tantôt, je vais juste les réexpliquer. Je vais les réexpliquer un petit peu plus en détail, là, chacun d'entre eux. Le 2, c'était de faire des activités justement de gestion de changement puis influencer les gestionnaires, puis tous les gens là, qui travaillent aussi dans ma direction. Après ça, c'était de m'assurer que ces valeurs-là, ils sont intégrés par les gens. Puis par la suite de ça, après ça, une fois que tout ça est bien fait, bien, là, c'était d'intégrer le mode agile dans les processus. C'est de l'opérationnel aux projets les plus grands ou transversaux. Des fois, on commence par le moyen. Ça peut être une façon qui marche. J'ai des collègues qui ont instauré du agile par les outils. Fait que là, mettons, ils se disent, OK, ben on va prendre Jira ou on va se créer des Scrum, puis tout ça. Ça peut fonctionner, mais moi, mon expérience à moi, je commence par vraiment plus former, puis faire de la gestion de changement, m'assurer que les valeurs sont là. Après ça, j'intègre les processus. Au niveau de la formation, bien, c'est ça, je disais, là, la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Puis j'ai investi vraiment beaucoup, beaucoup de temps dans le transfert de connaissances puis la formation parce que je me suis rendu compte, c'est que quand les gens comprennent, bien, ils acceptent mieux aussi. Hein? Puis la connaissance des mots et des fonctions ou des principes, bien, ça donne une impression de contrôle aux gens. Sans être des experts là, du jour au lendemain, là, mais avec des sessions de formation, ils deviennent capables d'en parler puis de se sentir compétents. C'est un aspect qui n'est pas à négliger, là, je pense, dans n'importe quel milieu, qu'on soit en formation, en RH ou pas en RH. Personne n'aime ça, être dans une position où tu ne comprends pas trop ce qui se passe, puis quand tu sens que tu n'es pas compétent. Hein? Fait que ça, j'ai passé, comme je disais, beaucoup de temps à essayer de vraiment instaurer les notions de base, puis les principes et les valeurs. Puis, je disais aussi, le langage que tu utilises, il influence ton comportement. Fait que plus tu comprends tout le nouveau vocabulaire, les rôles qui s'y attachent, là, tu peux comprendre plus ce que tu as à faire. Puis, une fois que tu as compris un nouveau concept et qu'on te donne la chance de l'essayer, souvent, tu acceptes de le faire. Puis, tu sais, jusqu'à une certaine place, tu as envie là, de l'essayer. Fait que j'ai commencé par en parler en général, du mode agile dans mon équipe. J'en parlais de temps en temps dans nos rencontres, mais pas rien de trop formel. T'sais. Moi, je savais que j'avais besoin de plus que ça. Fait que là, j'ai commencé à faire des rencontres de groupe pour parler des valeurs agiles, des avantages. Là, je laissais les gens s'exprimer sur ce qu'ils pensaient de tout ça, vu que pour la plupart, ils n'en avaient jamais entendu parler. Fait que là, il y en avait qui avaient l'air curieux. Puis là, on voyait qu'il y en avait d'autres que ça semblait créer de l'insécurité. On fait OK. Fait, on va aller mettre nos scènes, excusez l'expression, sur les personnes qui ont l'air comme plus curieux puis tout ça pour faire un effet de levier envers les autres. T'sais. Puis, moi, j'ai comme la chance aussi d'avoir une équipe spécialisée en agile dans l'entreprise. Fait que là, je leur ai demandé de former l'ensemble de mon équipe. Fait qu'on a eu 2 sessions de travail de formation, là, d'une demi-journée chaque. Fait que là, on a vu les valeurs,
les rôles dans le Scrum, entre autres, les cérémonies, les origines d'Agile et tout ça. Puis, on a fait un atelier qui était en lien avec la théorie, puis nos activités à nous. Fait que là, on pouvait voir concrètement comment on pourrait appliquer ces principes-là, mais à nous, dans nos opérations, puis comment on fonctionne en équipe. Puis c'est là que j'ai pu voir qu'il y en avait qui avaient vraiment cliqué là-dessus, puis d'autres que, tu sais, ils étaient encore en mode plus question ou résistance, là. Fait que j'ai pris ceux-là qui avaient l'air à vraiment aimer ça. Puis là, je me suis fait une escouade, puis j'ai dit, OK, c'est bon, là, je vais débuter mon projet. Puis ma première étape que je parlais tout à l'heure, bien, elle était faite. Et, fait que là, je n'avais pas quand même fini avec ma formation. Fait que là, j'ai commencé à former d'autres gestionnaires dans d'autres directions. Fait que, parce que j'avais comme besoin d'alliés, là. Fait que là, je continuais à élargir le cercle d'initiés, puis je faisais beaucoup de bruit avec les succès. Fait que je faisais du renforcement positif avec les gens qui embarquent, ceux qui s'auto-organisent. Là, je nommais les choses. Ah, bravo, genre, tu as bien réalisé ta story, regarde ça, comment c'est bien, puis tout. Fait que là, les gens, ils se sentaient comme valorisés et tout ça. Fait que, veux pas, il y a un effet d'entraînement. Là, tu ne veux pas être le dernier qui embarque dans quelque chose. Là. Fait que ça, c'est au niveau de la formation. Comme on voit, là, c'est vraiment là que j'ai mis le plus de temps parce que ça aide avec les autres. Là. Donc, j'avais dit, bon, on disait, ça parle de besoin de contrôle, le langage, puis vraiment la formation. Alors là, pour réussir tout ça, ça prend une bonne gestion de changement. Alors, avec la gestion de changement, il y a des nouveaux mots qui s'ajoutent, comme je disais, avec le mode agile. Puis là, les nouveaux mots, ça sonne comme un changement qu'on ne connaît pas. Donc, pour les gens des entreprises comme la mienne, bien, on est habitué d'entendre des mots comme augmentation de la productivité, en faire plus avec moins, restructuration. Ça, c'est des mots là, qu'on connaît bien. Ça fait qu'on sait que ça va changer, c'est correct. Mais en plus, on sait comment ça va changer. Fait que là, on connaît notre place dans ce changement-là, puis on n'a comme pas peur. Mais là, moi, il fallait quand même que je fasse de la gestion de changement puis d'influencer le groupe de gestion qui travaille avec moi. Fait que, eux aussi, là, ne veulent pas, là, il y a de la résistance de leur part. Il y a des gestionnaires là, qui veulent être un boss. Ils veulent dire aux autres comment travailler, qui veulent faire à la place d'eux ou qui veulent être l'expert. Celui qui connaît ça, la job, là, que les gens de son équipe font. Bien, pour eux, là, les valeurs de gestion agile, ça dérange. Quand on arrive puis on leur dit que, regarde, on va se parler, on va faire de la vraie rétroaction, vraiment sur comment on va en équipe là. On fait une rencontre de rétro puis on se dit, ouais, on va expliquer c'est quoi qu'on aime. Je donne un exemple, un mad, sad, glad ou des choses comme ça. Bien, pour eux autres, ils n'aiment pas ça, là, ça peut être confrontant. Pas tous, mais pour certains, oui, par contre. Donc, là, c'est ça aussi, quand je dis, il y en a quand on se dit qu'on s'est trompé, là, puis qu'on a appris quelque chose, là, il y a des gestionnaires qui n'aiment vraiment pas ça. Il y en a qui ne veulent juste pas passer d'expert contenu au métier, là, à un gestionnaire ou à un visionnaire. Il y a encore besoin de beaucoup de contrôle. Puis, ça commence à l'embauche. Parce que quand on va chercher des experts puis qu'on les nomme gestionnaires, ben, ils ont tendance à faire quoi? Ben, de se dire comment faire, de dire aux autres comment faire les choses parce qu'ils ont été choisis parce qu'ils sont bons là-dedans. Fait que moi, tantôt, on parlait de comment moi j'ai vécu ça, ben, j'en ai vécu ce genre de résistance-là. Puis tu as l'impression que tu nages à contre courant parce que tu veux faire les choses différemment. Moi, je travaille dans une institution financière. C'est une entreprise qui est très traditionnelle. Puis les gens aussi, ils ont des valeurs traditionnelles. On essaye de plus en plus d'aller chercher des talents diversifiés, d'aller chercher des gens atypiques ou d'aller dans une neurodiversité. Là. Mais si on se dit vraies affaires, les institutions financières, c'est des entreprises très traditionnelles. Là. Puis un changement de culture comme ça ne se fait pas en claquant des doigts. Là, donc, moi, c'est ça, j'avais commencé par mon superviseur parce que je me suis dit, si je n'ai pas son adhésion, ça aurait été littéralement impossible. Fait que, le but, là, c'est vraiment d'aller en parler de la vision, de faire des arrimages entre ce qui est déjà fait,
puis le mode agile. On ne veut pas faire peur aux gens, là. Moi, j'ai essayé de répondre aux questions que les gens y avaient. J'ai vu c'est qui pouvait être des alliés. Puis, dans la gestion de changement, une bonne pratique que je pourrais dire que moi, j'ai faite puis qui m'a apporté un succès versus des échecs que j'ai vus, c'est, il faut faire une analyse d'impact pour comprendre l'ampleur des changements qu'on veut amener. Qu'est-ce que ça peut... Alors, c'est où qui va avoir le plus grand impact, là? Il y en a qui vont en avoir plus que d'autres. Puis, tout le monde travaille pour son What's in it for me, là. Les personnes que tu veux influencer, les autres sont motivés par quoi? Là, moi, c'est recrutement, mais si on veut en faire en gestion de changement, en relation de travail, n'importe quoi en RH, en formation, développement des compétences, nous, on est en train de le faire, ce virage-là, justement, au niveau de la formation. Bien, c'est quoi le what's in it pour les gens qui font ça, qui sont en conception ou en diffusion? Bon, on va passer ça pour les gens en relation de travail. Il faut vraiment regarder c'est quoi l'impact au jour le jour sur comment ils vont vivre leur day-to-day. Donc, une fois que tu as répondu à ces questions-là, ben, tu peux voir c'est quoi les leviers qui vont être le plus bénéfiques pour toi. C'est dans la communication, la formation que je dois miser. Ça va-tu partir d'en haut? Ça va-tu partir par le bas? Selon la hiérarchie de l'entreprise, là, évidemment. Puis, donc, ça, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si à ce stade-ci, là, il y a des gens qui voudraient partager justement des choses ou parce qu'on avait dit tantôt que je ne parlerais pas tout seul. Donc, question de voir si c'est vrai ou pas vrai. Bien, il y a un petit peu d'action dans le chat. Tantôt, quand okay. tu parlais que tu avais commencé à en parler de manière un peu informelle, Claude, justement, elle disait qu'elle était 100% d'accord avec toi. Puis en ce moment, elle dit gestion du changement par la gestion des parties prenantes. Exact. Il y a Patrick aussi, quand tu parlais de justement, quand tu commençais là, à en parler, il disait semer des graines pour conscientiser. Puis, est-ce qu'il y en a justement des gens qui ont vécu ce genre de gestion de changement où ils commencent, ou y a-t-il quelqu'un qui a vécu un échec ou quelqu'un justement qui a vécu un succès qu'on pourrait comme partager ensemble? Ou... Soyez pas gênés, allumez vos Ben micros. oui, parce que là, sinon je suis toute seule. Ça me permet de boire de l'eau. Moi, je te dirais que ce que je vois souvent, c'est les babines qui ne marchent pas avec les bottines, comme on dit, de la part des gestionnaires. Alors, les gestionnaires disent oui, 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 on veut être agile, sachant pas trop qu'est-ce que ça veut dire réellement. Et là, il y a des choses qui se mettent en branle, là, notamment comme ce que tu as fait. Et puis, l'adhésion de la direction n'est pas là et ça plante. Et là, on pointe du doigt les méthodes adaptatives comme étant responsables de l'échec. On le sait bien, ça ne marche pas ici, puis ça ne peut pas fonctionner ici. Fait que l'adhésion de la direction, là, je suis 100% d'accord avec toi. Gestion des parties prenantes, évidemment, ou le what's in it for me, là. Dès que les gens le réalisent, je pense qu'ils comprennent beaucoup plus, c'est ça, ils nous aident à faire l'implantation. Donc, c'est ça. L'échec, je le vois avec le manque d'adhésion des gestionnaires, de la haute direction. Et la réussite, je le vois quand on tient compte des parties prenantes, puis on identifie vraiment là, qu'est-ce qu'ils ont besoin et on répond à leurs besoins. Et non pas une application bête et méchante des principes, puis dire, ben c'est ça, puis c'est comme ça qu'on va le faire. Tu sais. Pas bon. Ben, oui, je suis d'accord parce que, tu sais, moi, comme je disais, on est en train de le vivre à plus grande échelle. Puis ce que je vois, c'est 100% de ce que tu dis parce que j'ai l'impression des fois, tu sais, qu'il y a certaines personnes de la haute direction qui veulent implanter le mode agile et ils ne savent pas pourquoi. Je pense que des fois, c'est comme pour checker, oui, je l'ai fait. Exactement. Mais aussi, ils ne sont pas prêts à eux vivre le changement. Ils veulent que le monde le fasse sans eux le faire vivre les valeurs. Il faut que toi, comme gestionnaire, même si tu fais partie de la haute direction, il faut que ça tente, toi, de t'adapter aux valeurs agiles. Parce que si toi, tu ne le fais pas, puis tu dis, bien, allez-y, vous autres. Soyez agiles, mais pas moi. Ben, ça ne marche pas. Mais ils ne sont pas toujours conscients qu'il faut qu'ils changent quand ils veulent que le mode agile soit implanté. Ils disent, implante-moi ça. Moi, je me le suis déjà fait dire, implante-moi ça. Oui, mais c'est parce que toi, tu vas faire quoi là-dedans? Tu sais? C'est quoi ta portion à toi?
Est-ce que toi, pourquoi tu veux ça? Puis qu'est-ce que tu es prête à faire pour que ça marche toi comme personne? Comment tu vas t'adapter à ton nouveau rôle? Puis souvent, ils te regardent avec des gros yeux comme qu'est-ce que tu veux dire, mon nouveau rôle? Ben, si tu veux que ton équipe soit agile, il va falloir que toi aussi tu le sois. Là. Ils ne seront pas tout seuls agiles. Fait que, mais souvent, c'est ça, les gens, on dirait qu'ils n'ont pas eu cette prise de conscience-là avant. Bien, en fait, je pense qu'il y a une partie de discussion qu'on n'a pas avec les gestionnaires. Quand tu parles de changement chez les gestionnaires, eux sont habitués de se lancer dans le futur. Hein. Ils sont toujours dans le futur. Et lorsqu'on leur parle de valeur ajoutée, ils comprennent on va ajouter de la valeur rapidement, mais ils oublient d'être flexibles, en fait, dans leur planification stratégique. Ils oublient de s'adapter de manière adaptative dans leur planification stratégique. Et c'est là où est-ce que ça accroche. Parce que là, tu vas les voir, tu te dis, OK, ben voici une opportunité pour la création de valeur, mais ils ne sont pas prêts à changer leur planif parce que, ben non, moi, j'ai pris 3 semaines à faire ma planif, là. C'est ça, puis elle va rester de même. Non. Quand tu es agile... Tu établis le mode agile en cascade. C'est ça. Ah oui. Vraiment. Il y a aussi Mélissa qui disait dans le chat, de son expérience, c'est plus gagnant de commencer avec les valeurs que les outils. Tout à fait. Aussi, elle partage ça. Par expérience, là, je dirais que oui. Si tu n'as pas intégré dans ta tête puis dans ton cœur comment tu veux travailler comme ça avec ton équipe, ça va être extrêmement difficile pour eux de suivre. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser des nouveaux outils. Mais en tout cas, ça arrive de moins bien aller. C'est là. Fait que continuez à participer parce que moi, ça m'aide et ça me fait réfléchir en même temps. Puis ça me fait parler des petits points que je n'aurais peut-être pas parlé aujourd'hui. Justement, ça, c'est les 4 valeurs agiles. Donc, déplacer les individus puis leurs interactions au-devant des processus, le produit fonctionnel. Je pense que tout le monde ici connaît un peu cette planche-là, ou en tout cas les valeurs qui y sont rattachées. Puis, je me dis, OK, bien, comment on fait pour les intégrer au quotidien, là, dans la vraie vie? Les individus, puis les interactions avant le processus, là, pour moi, ça a été d'instaurer des rencontres plus courtes, plus souvent. T'sais? Avoir un gros meeting juste une fois, bien, on l'a morcelé, puis on a focusé sur ce qui était prioritaire dans ces rencontres-là. Comme on est dans les opérations, là, moi, je suis en recrutement en mode cohorte. Donc, on livre des gens, mettons 15 là, à toutes les semaines, ou en tout cas quelque chose comme ça là, pour plusieurs groupes de clients internes. C'est vraiment comme une shop. Là. Donc, ça arrive souvent qu'on doit changer les plans à la dernière minute. On priorise les discussions entre les membres d'équipe. On favorise les moments d'échange qui sont à valeur ajoutée. Puis les processus, les outils sont là pour nous supporter, pas le contraire. Les gens de l'équipe, au début, ils ne comprenaient pas pourquoi on devait se parler vu qu'on avait déjà un processus. Là, j'étais comme, ben oui. Mais si le nombre d'activités à faire, c'était plus élevé que la capacité, ben on se disait, ben, on ne peut pas livrer ou on fait des heures supplémentaires. Mais se regrouper là, pour faire face à la situation, pour voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, ce n'était pas une option. Tout tournait autour du processus. Fait que là, ça, on a cassé ça, là. On a dit non, on se rencontre quelquefois, puis on s'assure que tout est correct. Si ça dure 5 minutes, c'est 5 minutes. Mais s'il y a un problème à régler, on le règle tout de suite. L'autre, c'est livrer le produit fonctionnel. Pour le recrutement, nous autres, on a décidé de se dire qu'on avait des étapes qui étaient nécessaires, plus que d'autres. Donc, quand on veut s'assurer de livrer le nombre de personnes nécessaires pour combler un besoin, on va essayer de le faire en faisant toutes les étapes, parce que c'est ce qu'on est supposé. Mais si on avait de quoi couper, on sait où le faire. Pour qu'à la fin, on a réussi à combler le besoin de nos clients à l'interne. Fait que ça, on a été capable de s'ajuster puis se dire qu'est-ce qui est vraiment nice to have, qu'est-ce qui est obligé. Je donne un exemple, une enquête de sécurité, on n'a pas le choix, on doit la faire. C'est pas négociable. Mais des fois, au lieu de faire une entrevue d'1 heure, on peut-tu en faire 2 d'une demi-heure, puis on va s'adapter. L'autre, c'était de collaborer avec le client. Celle-là, c'est encore en développement parce que notre offre de service interne, nous autres, est vraiment basée sur des principes super rigides puis qui
la façon qu'elle a été bâtie, elle incline vers la négociation plutôt que la collaboration. Nous autres, un client, il a le droit de demander le nombre de personnes à recruter qu'il veut. La seule affaire, c'est qu'il faut qu'il le fasse comme 8 semaines d'avance. Fait qu'il peut en demander 10 ou il peut en demander 100. Ça ne change rien, puis il faut qu'on lui dise oui parce que l'offre de service a été bâtie en 8 semaines. Fait que là, on est vraiment en train de travailler en ce moment là-dessus parce que lui, si tu lui dis, ben, tu m'en demandes 100, mon équipe, là, c'est pas la même chose. 100 ou 10, là, c'est pas le même stress là, sur eux autres. Puis, j'ai une capacité, moi, j'ai pas plus de monde. C'était vraiment bâti de façon à négocier. Fait que là, présentement, on commence à parler avec les clients pour voir c'est quoi qui est important dans ta demande. Puis, on y va avec le triangle agile, là, le scope, les coûts, puis les délais. Là, on lui laisse le choix de sélectionner c'est quoi qui est le plus important pour lui. Fait que, puis, on va regarder, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Qu'est-ce que tu peux faire pour nous, pour qu'on puisse t'aider à combler ton besoin? Peux-tu nous donner plus de gens pour faire des entrevues? Fait que là, on est vraiment en train de travailler ensemble, en collaboration, à régler le problème, s'il y en a un. Puis, bien, justement, bien là, on parle d'adapter au changement. Bien, c'est ça. C'est un amalgame de toutes les autres valeurs qui rentrent en ligne de compte. Si on voit qu'on peut discuter quand il y a des choses qui perturbent nos opérations, si on essaie de sortir de la boîte pour trouver des idées, bien, c'est certain que ça enlève un poids. Là. On a aussi instauré des rencontres pour bien communiquer ensemble là, comme équipe. Justement, s'ajuster quand il y a des éléments qui apportent des changements. On est vraiment moins rigide là, parce qu'on sait comment focuser sur les bonnes activités. On est vraiment là-dedans, puis on est en train de les faire vivre, là, les valeurs au quotidien. Puis on n'avait même pas encore parlé des outils. Tout ça, ça se faisait dans le savoir-être plus que dans le savoir-faire. Puis là, on tombe dans le savoir-faire qui sont dans les processus. Fait que oui, c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux opter pour un framework agile, mais comme on disait, il faut que les babines suivent les bottines. Non, les bottines suivent les babines. Donc, on peut commencer à implanter des valeurs, mais à un moment donné, souvent, on veut passer par du concret. Fait que, puis, il ne faut pas être pressé tant que ça d'avoir des résultats parce que si on prend le temps de faire les 3 premières étapes, le reste, là, ça va être comme juste un allègement. Ils vont être contents d'avoir un nouvel outil. Puis, on a amené le succès. Puis c'est là, c'est par cette voie-là que les gens y arrivent à embarquer parce que le What's in it for me, pour eux, il est positif. Pour un employé, là, quand tu sens que tu peux t'organiser avec tes collègues pour aller dans le comment tu vas faire pour arriver à trouver un talent rare ou que tu réussis avec ta gang, le feeling, là, il est vraiment super. Là. Les gens y embarquent, ils se sentent valorisés parce que le succès, là, il vient de toi et de ton équipe. Même l'aspect rétroaction, là, moi, je l'ai vu, ça soude une équipe. Les premières fois qu'on a fait des rétros sur comment ça a été nos derniers processus, tout le monde disait que tout était beau. Là. Tout est beau, on est content. Je suis comme, OK, mais y a-t-il des choses qu'on pourrait faire différemment? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez moins aimées? Personne n'osait parler. Je pense qu'il y avait même peur des représailles ou je ne sais pas, mais j'étais comme, non, non, on crée ce climat de confiance-là, qu'on est une équipe, puis qu'on travaille ensemble, on grandit ensemble. Là, il y a vraiment une connexion dans notre équipe qui est, puis c'est pas pour nous vanter, mais dans le sens que c'est une équipe qui est très, très soudée ensemble, qui fait des choses en dehors du travail ensemble parce que justement, ils ont cette connexion-là. Puis, si tu vois que ton collègue a de la misère, tu vas y aller pour vouloir l'aider. Même chose là, pour les gestionnaires, là, même dans les processus. Eux autres aussi, ils voient leur rôle changer. Puis il y en a que c'est libérateur, justement, de voir que ton équipe est là pour toi. Là. C'est pas juste nous qui sommes là pour l'équipe. Tout le monde travaille dans le même bateau. Il y a Pascal qui a une question dans le chat. Il dit, j'ai une question au groupe. Pensez-vous qu'il faut faire de l'agilité dans une entreprise est la même chose que de changer de régime alimentaire? Je vais laisser le groupe répondre. Il a demandé au groupe. Lol, oui, indigestion inclus. Bon, ça peut être une analogie intéressante. Ouais. J'ai envie de répondre oui. Je trouve que ça y ressemble un petit peu, mais ce serait peut-être plus une question de le régime alimentaire ou plutôt à quelle heure tu manges ou trouver le bon rythme. Et je crois que tantôt, Marie-Josée avait un bon point sur
les individus, pourquoi est-ce qu'ils résistent ou pourquoi what's in it for me. Au-delà du what's in it for me, il y a vraiment la question du pourquoi ça fait vraiment du sens pour moi d'adhérer à ce nouveau régime alimentaire. Pourquoi est-ce que ça fait vraiment du sens pour moi d'aller là? Parce qu'on sait ce que c'est un régime alimentaire. Si tu veux pas le gâteau au chocolat, tu ouvres le frigo, il y a du gâteau au chocolat. Si tu te dis c'est parce que je dois pas et je dois avoir la volonté de pas y aller, ou si c'est une habitude que tu as d'en prendre à ce moment-là, tu n'arriveras pas à résister. Si par contre tu sais pourquoi tu es en train de mettre en place ce régime, parce que pour toi ça fait vraiment extrêmement du sens, parce que c'est quelque chose qui va te permettre d'être en meilleure santé. Être en meilleure santé, ça va te permettre de peut-être passer plus de temps avec ta famille, ou de vivre plus longtemps, ou de je sais pas qu'est-ce que c'est l'impact pour toi. À ce moment-là, tu vas réussir à résister au gâteau au chocolat. Ben là, c'est exactement. Je pense que tu as quand même une bonne analogie. Je pense que c'est vraiment ça, et c'est pour ça que ça vaut la peine d'y aller individuellement. C'est oui, le groupe qui adopte l'agilité, et oui, c'est des décisions qu'on prend ensemble, mais c'est aussi chaque individu, et particulièrement les gestionnaires. Pourquoi est-ce que eux adhéreraient à ça, et en quoi est-ce que ça fait vraiment une différence pour eux? Et je pense, et là, je prêche pour ma paroisse, je pense que ça vaut le coup d'avoir du coaching individuel là-dessus, comme tu le ferais pour un régime alimentaire. Si c'est quelque chose qui t'a imposé, tu n'iras pas. Si c'est quelque chose où tout le monde est willing d'y aller, tu iras, mais tu n'auras peut-être pas les effets requis. Si c'est quelque chose où tout le monde y va, mais toi, tu sais pourquoi tu veux y aller et tu te donnes les moyens personnels de voir comment pour toi ça fait du sens, alors là, il y a des chances que ça marche. Mais, Ouais. excuse-moi. Mais là, il y a un petit souci dans ton raisonnement, c'est qu'on est bien d'accord que quand tu installes l'agilité, tu installes l'agilité dans un groupe. Comment ça se passe si, par exemple, comme tu dirais, les responsables qui sont au-dessus accepteraient ce changement-là? Par exemple, quelqu'un qui a été, on passe d'un chef de projet à du Scrum, comment peut-il l'accepter, ce changement-là, sachant que, techniquement parlant, on n'a plus besoin de lui, quoi? C'est une bonne question. Je sais pas si on a Ben, plus besoin de lui. Pascal m'a fait un peu réfléchir aussi. Si on continue avec l'analogie du régime alimentaire, j'ai pensé un peu aux gestionnaires alentour comme la famille. C'est bien sûr que ça va être beaucoup plus difficile si le gâteau est au frigo, mais si tout le monde embarque, bien sûr, ça va être un peu moins difficile. Et c'est un peu l'analogie avec si les gestionnaires ou les gens qui sont au-dessus, ils vont vraiment comprendre et ils vont se mettre en mode agile aussi. Et je pense que pour toutes les transformations dans les entreprises, c'est vraiment fondamental, presque imprescindible d'avoir le support de l'organisation, de l'autre niveau de l'organisation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je pense que Ah, oui. Puis, oups, vas-y, oui. bah, en fait, c'est moi, si j'en remarque souvent, les gestionnaires qui sont en haut considèrent l'agilité comme un nouveau type de régime, hein. On ne va pas se mentir, hein. Ils vont dire oui, c'est nouveau, tatati tatata, comme les nouveaux régimes qui ont fait ça pour les débuts de l'été. Ils commencent à peine à tâter la chose, un mois après, ils arrêtent, quoi. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que c'est souvent les employés qui commencent à utiliser l'agilité, ils commencent à avoir un confort de travail. Mais les gestionnaires qui arrivent en haut, pourtant, c'est eux les demandeurs, ils n'y arrivent pas. Exact. Comment tu as pu gérer ça, quoi? C'est ça qui… Bien, tantôt, je vais en reparler dans des résistances, puis c'est une des bonnes résistances qu'on vit. Tu sais, ben là, c'est ça, je pourrais y aller. On va y aller. Fait que, dans le fond, tu sais, Ok, ça, c'est les désolé. grandes résistances, là. Gestionnaire, j'en ai deux de gestionnaires. C'est un, difficulté à adhérer aux valeurs agiles. Les gestionnaires qui pensent qu'ils sont déjà agiles, mais ils n'appelaient juste pas ça comme ça. Et en général, il y en a qui vont penser que c'est justement juste pour les gens d'informatique ou que c'est n'importe quoi, puis que tu ne planifies pas, puis que tout va trop vite et tout ça. Au niveau des gestionnaires, on dirait que des fois, moi, ce que je comprends, là, quand je dis qu'ils ont de la difficulté à adhérer aux valeurs agiles, c'est comme si
le gestionnaire pense que c'est pas pour lui. Mon équipe va travailler en agile. Oui, mais toi aussi. Mais c'est le toi aussi qu'ils n'ont pas, souvent. Pour eux, c'est ça, je vais y aller là-dessus. Ici, bon, ça, c'est les valeurs et tout ça. Agile, on en a reparlé tantôt. Mais si j'y retourne, mais souvent, ce n'est même pas des résistances qui sont conscientes ni confrontantes. C'est vraiment plus subtil que ça. Puis quand je me souviens plus, je pense que c'est Laurence qui parlait de coaching personnalisé ou en tout cas individuel. Je serais portée à dire que c'est une bonne idée parce que faut qu'ils comprennent que le changement dans leur équipe va les affecter eux aussi. Puis il faut qu'ils comprennent pourquoi puis qu'ils adhèrent à ce changement-là d'eux-mêmes. Les gestionnaires, en général, là, ils aiment ça, avoir des connaissances et être des leaders. Ils ont été choisis pour ça. Puis ils ont bâti leur sentiment de performance sur un modèle établi, puis connu, puis même reconnu. Donc, quand tu arrives avec un nouveau modèle de valeur, là, il y en a qui se sentent menacés parce qu'ils se disent, je vais être obligé de changer comment que je travaille pour obtenir le même succès. Puis la hiérarchie et les rôles de leader, ils vont être un peu à refaire parce qu'avec les nouvelles valeurs, ça ne veut pas dire que ton gestionnaire qui est top, d'avant, on va dire ça comme ça, il va le rester. Les tables, là, ils peuvent peut-être tourner au niveau de c'est qui les top leaders, puis ça peut être bien insécurisant pour certains gestionnaires. Parce qu'ils voient le changement, puis ils sont juste comme ah non, là, je suis correct, c'est eux qui vont le faire. Moi, je ne serai pas obligée d'être un leader agile, je vais pouvoir continuer à être un boss. Mais une équipe auto-organisée avec un boss, ça ne marche pas. Moi, je me suis fait dire, mais c'est pas de. J'ai pas ri, mais à un moment donné, j'avais un projet, puis j'avais 4 escouades, parce que bon, c'était un gros projet. Puis il y a quelqu'un, un gestionnaire, qui a dit moi, je veux en gérer une escouade. Je vais y aller, moi. Là, je fais non, tu n'as pas besoin de les gérer. Ils s'autogèrent. Il y a le PO puis le Scrum Master vont prioriser. Ils vont, le comment va leur appartenir. Mais la personne était là, ben non, moi, je veux lui dire quoi faire. Je dis, ben non, c'est pas à toi de décider ça. Mais c'était comme incongru de dire, ils vont s'auto-organiser. Ça ne faisait pas de sens pour la personne. C'était comme, ben non, c'est moi le gestionnaire. C'est bien spécial. Là. Puis l'autre que je disais, ben, on est déjà agile, puis on n'appelait pas ça de même. Puis, je me suis fait dire, hey, on n'a pas besoin de ça. Là. Nous autres, on est déjà super agile, c'est juste qu'on n'appelait pas ça de même. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de processus qui peuvent avoir des similarités avec le mode agile, là. Mais moi, ce que je pense que, moi, ce que j'ai fait en tout cas, là, c'est que j'ai commencé à nommer qu'est-ce qui fait partie du mode agile dans leur vraie vie. Puis là, comme ça, en le nommant, on pouvait voir les manques à gagner. Parce que des fois, les gens, ils ont de la misère, ils ont tendance à mélanger agilité opérationnelle puis mode agile. Fait que c'est pas parce que tu as un processus qui fonctionne bien puis que tu livres rapidement, peu importe, là, des cohortes ou n'importe quoi, que tu travailles en mode agile. Les valeurs qui sont véhiculées puis appliquées, il faut qu'elles soient nommées parce que quand tu amorces un changement de culture, là, c'est important là, de savoir qu'est-ce que tu veux faire vivre. Puis avec le temps, à force de nommer les choses, ça devient naturel. Puis on ne se souvient même plus trop de ce qui était fait avant. Mais tant qu'il t'en reste du monde, ils peuvent te dire, ouais, mais avant, c'était pas de même. Il faut toujours nommer les valeurs ou tout ce qui fait partie du mode agile, mais qui n'était pas nommé. Moi, j'ai écouté beaucoup de gestionnaires, ce qu'ils avaient à dire, puis ce que j'ai compris de leurs échanges, comme il y a comme un blocage à admettre que tu peux t'améliorer aussi en continu. C'est comme si le fait de dire je m'améliore tout le temps ou avant je travaillais en mode traditionnel, ça veut dire que ce que tu fais, c'est pas bon. Mais c'est vraiment pas ça, là. C'est important d'amener la discussion sur l'intégration du mode agile sur un terrain neutre. Moi, j'ai compris que si je disais oui, oui, c'est vrai, vous êtes déjà agile, c'est vrai, bien, il y a moins de résistance. Tandis que si je dis non, vous ne l'êtes pas, puis on va le devenir, ça les confronte trop. Puis
j'ai donné les définitions puis expliqué les valeurs qui vont avec le mode agile parce que, tu sais, c'est pas juste des méthodes de travail, c'est tout ce qui l'entoure. Puis, tu sais, c'est important pour que les gestionnaires ils intègrent les valeurs-là avant, justement, d'instaurer des méthodes. Puis, tu sais, il y a aussi beaucoup de confusion parce que les cadres du Scrum, Scrum, par exemple, là, ils vont l'utiliser dans un contexte qui n'est pas agile. Tu sais, nous autres, on avait des rencontres d'information avec des équipes chaque lundi. Puis, ça durait 1 heure et demie. Puis là, on a notre Scrum du lundi. Mais tu sais, une rencontre d'1 heure et demie pour parler du calendrier de vacances, des changements dans le portail, l'anniversaire d'un employé, là, c'est pas un Scrum, là. Fait que c'est ça, ça crée de la confusion. Tu sais. Donc, avec cette confusion-là, veut pas, ben c'est ça, il adhère moins puis veut pas. Fait que quand tu arrives avec une nouvelle définition du mot puis du contenu de la rencontre, les gens ils peuvent être déstabilisés puis devenir justement en mode réfractaire parce que là, tu changes toute leur vie. C'est encore un défi, là, moi, parce qu'on utilise vraiment tous les mots à la mode qui font partie du agile sans travailler dans le bon contexte. Tu sais, l'auto-organisation, là, ça, c'est une autre chose que je travaille encore, que c'est pas 100% ça. Tu sais, si l'objectif n'est pas clair au départ, tu ne peux pas juste laisser des employés s'arranger pour livrer. Là. Il y avait comme cette idée préconçue que tu veux former des escouades, des équipes auto-organisées, ben, tu n'as pas besoin d'avoir des objectifs super clairs ou définis. Tu laisses ça aller comme ça, mais le quoi, là, il faut qu'il soit nommé là, pour que la personne ou l'équipe puisse passer en mode auto-organisation. Fait que tous les rôles des membres de l'ensemble de l'équipe, là, autant ceux des escouades que le rôle, mettons, d'un PO ou en tout cas d'un leader, il faut que c'est clair, là. Puis il faut céduler des moments pour valider comment ça se passe, les gens ont besoin d'aide ou d'informations pour continuer à avancer. Fait que ça, c'est les deux grosses résistances. Puis c'est à peu près ça que je suis encore en train de travailler. Je dirais que c'est les deux gros morceaux sur lesquels je travaille. Les deux autres, là, c'est pour, tu sais, quand on dit, on pense que c'est juste pour les équipes TI, ben, tu sais, ils me disent, ben, pourquoi que c'est juste pour les TI? Pourquoi qu'on dit que ce n'est pas pour nous quand que tu ne fais pas partie de ça ou quand tu es en RH ou en n'importe quoi d'autre? Quand tu regardes, mettons, des rôles, là, puis l'organisation du travail des équipes de développement, ben, ça peut marcher là, dans bien d'autres sortes d'équipes. Là. Fait que, moi, le recrutement, c'est un processus sans fin. Là. On a des cohortes, et chaque semaine ou presque, il y a des groupes de personnes qui sont embauchées puis qui commencent en même temps pour plusieurs clientèles internes différentes. Fait que ça demande un processus en continu de recherche de candidats, d'entrevues, de vérification, pour en finir avec des embauches. Fait que, un Kanban, c'est parfait pour ça. Là. Chaque cohorte, c'est comme un petit projet, puis on pourrait le travailler en Scrum. Là. C'est pas juste pour les TI. C'est un cadre, mettons Scrum, ou Kanban, ou peu importe Scrum-Ban, celui-là qu'on veut. Et une fois que tu prends les rôles qu'on a déjà pour faire rouler ton processus, puis tu les transposes dans un mode de travail Scrum, ben, tu dis, ben non, c'est pas juste pour les TI, là, ça se fait très bien. Un pôle conseil avec des clients qui reçoivent les demandes par billetterie aussi peut travailler de cette façon-là. C'est juste différent. Et tous les gens en ressources humaines, ils peuvent le faire dans les projets internes aussi. Si je reprends mon défi du début, il fallait que les processus des équipes du Québec et de l'Ontario soient arrimés ensemble. Moi, là, la réalité de mon équipe, je gère une équipe à travers le Canada, bien, j'en avais multi-sites. J'en ai au Québec sur plusieurs sites, j'en ai en Ontario sur plusieurs sites. Puis en plus, j'ai un défi de langue parce que j'ai des gens unilingues francophones et des gens unilingues anglophones. Fait que moi, je me suis créé une escouade multifonctionnelle. On a fait un backlog de tout ce qui était à faire pour arrimer tout ça. On a tout adapté le tout en cours de route. Là. Puis on a fait des reviews chaque mois, on a fait du planning, une rétro. Puis on voyait à chaque Scrum si on avait des bloquants. Puis même avec le COVID qui est arrivé dans notre papates pendant qu'on avait commencé le projet, on a réussi à arrimer 100% des pratiques en 7 mois. Fait que, les techniques que j'ai utilisées, c'est celle de faire des liens avec nos opérations puis notre réalité. Donc, le lien avec les TI, il est encore là, mais on est capable de voir comment on peut s'adapter, nous, au quotidien pour faire ça avec les RH.
Puis là, ben, l'autre qu'on se fait dire, c'est que, tu sais, on ne planifie pas le travail, tout va trop vite. Puis, mais pourtant, tu sais, en TI, là, la majeure partie des membres des escouades, ils sont dédiés. Mais pour des projets en ressources humaines, souvent, on ne l'est pas. OK, à ce seul projet-là, tu sais, en tout cas, je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais pour nous, quand on fait des projets, ben, on a quand même des tâches, une majeure, que tu sois un conseiller en ressources humaines ou un conseiller en relations de travail, en gestion de changement, tu vas être dédié à une tâche ou des tâches. Mais si tu décides de travailler sur des projets, ben, c'est en plus de ce que tu fais. Donc, les opérations peuvent venir déranger un petit peu ce que tu as à faire. Donc, fait que là, il faut le planifier, puis il faut en tenir compte quand tu as ces gens-là dans ton projet, puis tu crées des escouades. Parce que s'ils sont trop grosses, les rencontres d'équipe, ils vont être difficiles, par exemple. Fait que, puis le temps, en plus, qui est dédié, il est variable. Fait que là, ils ne sont pas dédiés au niveau de leurs tâches, et en plus, le temps qui est dédié, il est variable. Une semaine, ils peuvent mettre 2 heures, l'autre semaine, ils peuvent mettre une journée. Fait que ça aussi, quand que tu fais ton projet, ben, tu ne peux pas tout le temps planifier d'avance combien de temps par semaine chaque membre des escouades ils vont avoir. Fait que là, ben, tu t'assures de faire des livrables qui sont raisonnables pour le temps qu'ils vont être capables de faire, puis tu les mets un petit peu plus petits. C'est sûr que aussi, quand je parlais du multisite tantôt, ben, c'est ça. Moi, j'en ai en Ontario. Fait que tout le monde travaille à distance. Ça va mieux là, maintenant qu'on a des outils comme bon, Zoom, Teams, peu importe. Fait qu'on est capable de faire des rencontres virtuelles. Auparavant, c'était plus physique, hein, c'est ce qu'on va privilégier. Mais on a des gens qui sont multisites dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, ça, c'est sûr que c'est important de le planifier. Fait quand on dit que c'est n'importe quoi, n'importe comment, ben c'est pas vrai. Puis dire oui à tout, des demandes farfelues ou exagérées, c'est pas travailler en mode agile non plus. Fait quand on se fait dire qu'on ne le planifie pas, moi, je suis 100% pas d'accord avec ça. Et que, voilà. Puis, ben, tu sais, là, je vous fais un petit résumé, là, justement, pourquoi passer au mode agile? Ben, tu sais, je finis là-dessus, là, c'est pourquoi qu'on veut changer, c'est quoi les impacts de rien faire, tu sais, on est-tu un statu quo ou quelque chose comme ça? C'est quoi les résultats qui sont visés par le changement, tu sais? Comment qu'on veut mesurer l'intégration des changements, puis on parlait tantôt de l'impact sur les parties prenantes. Moi, je suis une fan de ça, là. De faire une analyse d'impact. On part d'où aussi, tu sais. Donc, c'est quoi la mesure du niveau d'aisance puis des connaissances aussi, tu sais, puis des principes là, par les parties prenantes. Clientèle visée, bien, qui va vivre le changement? La formation, on a parlé beaucoup tantôt, tu sais, la définition de l'agilité, les valeurs, les rôles, les outils de travail, les modes de communication, la gestion de projet. Puis de créer des escouades d'un ambassadeur agile dans le post-déploiement. Ça, je pense que c'est un facteur de succès. C'est vraiment d'y aller avec s'assurer qu'une fois qu'on a instauré, on ne part pas puis on ferme la porte en arrière. Il faut s'assurer qu'il y a des ambassadeurs qui vont être là, qui vont s'assurer que le changement y est fait, puis que ça se vit jusqu'à temps qu'on est certain qu'on n'a plus besoin de personne, parce que ça peut mourir facilement et rapidement s'il n'y a pas personne qui est là pour être des mini-coachs agiles, s'assurer que le changement y est fait au plus vite. Fait que ça ferait le tour de ce que j'avais à dire. C'est comme un peu mon aventure agile avec les RH. Donc, je ne sais pas s'il y avait matière à discussion ou... Je vois dans le chat qu'il y a Marie-Ange qui a posé une question, qu'il y a certains participants qui ont commencé à répondre. Sa question, c'est est-ce qu'on peut implanter de l'agilité sans l'avoir déjà vécu? Ben, il y a des professeurs qui n'ont jamais été le métier qu'ils enseignent. Est-ce que c'est plus facile quand on a du vécu? C'est sûr que oui, mais est-ce que c'est nécessaire? Je ne crois pas.
je ne sais pas. Moi, je dirais que ça dépend aussi si on est entouré. Est-ce qu'on implante le changement seul ou, tu sais, si on est entouré de gens qui l'ont déjà vécu, puis on est une personne dans l'équipe qui ne l'a jamais vécu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait dans le chat parce que je ne le vois pas. Je vais. Oui, peut-être lire les réponses. Il y a Patrick qui disait oui, il faut bien que ça commence quelque part. Éric qui disait parfois commencer avec du gros bon sens permet à l'agilité d'émerger. C'est pas mal ça les pistes de réponse qu'on a eues, Marie-Josée. Ben, moi, je suis pas mal d'accord avec ça. C'est ça, il faut que tu commences quelque part. Puis c'est sûr que ça prend un minimum de connaissances parce que là, si tu arrives dans la définition, puis tout ça, qui va être capable de l'expliquer puis de répondre aux questions? Mais ça prend un minimum de théorie, mais moi, je pense ne faites pas un changement seul, puis ça va maximiser les chances de succès. Tu sais, si tu as un expert qui est avec toi, c'est toujours mieux, là. Mais moi, j'ai le goût de t'envoyer la question à toi, Marie-Josée, de ton expérience. Tu parles qu'en ce moment, tu as fait une implantation dans une institution financière. Est-ce que tu avais de l'expérience au préalable dans une autre entreprise pour laquelle tu as travaillé ou est-ce que tu as été plus formée? Ben moi, je suis Scrum Master. Dans le fond, j'ai été me chercher ma formation de Scrum Master. Puis, j'ai travaillé, oui, en mode projet comme contributrice. Donc, je n'étais pas Scrum Master, je faisais partie d'une escouade. Mais, tu sais, je l'ai quand même vécu quelques années. Puis, tu sais, c'était des projets de transport numérique qui étaient quand même diffusés à plusieurs milliers de personnes à la fois. Fait que c'était quand même des gros projets. Tu sais, de longue haleine en plus. Donc, c'était des projets d'1 an et demi, 2 ans. Fait que, ouais, j'avais quand même un minimum. Puis, tu sais, j'avais des connaissances RH parce que j'avais déjà travaillé au RH. Donc, c'est sûr que ça m'aide, là. Je suis honnête parce que quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui ne connaît pas le métier qui va devoir changer, puis qui ne connaît pas du tout l'agilité, ben c'est plus difficile, là. Mais ça se fait. On avait une autre question. Ah oui, vas-y, Patrick. Oui, c'est parce que c'est ça, je continue. Vu que l'agilité, tu sais, à la base, c'est un mindset. Puis tu connais les éléments de base, l'expérimentation, l'inspection, l'adaptation, essai-erreur. Si tu te permets ça, puis si les gens autour de toi te permettent de t'aventurer dans ces chemins-là, il y a tellement de choses qui peuvent arriver sans utiliser, parce qu'il y avait d'autres questions, on n'a pas besoin de faire Scrum. Là. Scrum, c'est un des cadres populaires, mais tu peux... Il ne faut pas tomber dans des dogmes non plus. C'est le danger des fois des agilistes, c'est qu'on tombe dans une recette, puis c'est de même que ça marche. Mais il faut s'adapter aussi là, aux besoins, premièrement. Il faut que tu arrêtes quand tu n'as assez. Tu n'es pas obligé de pousser la machine, puis d'avoir du si tu n'as pas besoin de Jira, tu n'as pas de besoin. Fait que, moi, je serais portée à dire comme Patrick, c'est plus un mindset. Puis... Moi, si je peux me permettre, je crois fermement que tout ce qui est gestion de projet, qu'on la fasse avec de l'agilité, qu'on la fasse, peu importe l'approche qu'on utilise, de se faire accompagner si on ne sait pas, c'est plus sage. Parce que beaucoup de gens que j'ai vus essayer d'implanter de l'agilité sans savoir exactement, tu sais, y aller à tâtons, bon, oui, on va essayer des essais-erreurs et tout ça. Et c'est devenu un peu du n'importe quoi. Ou est-ce que justement, là, tu le disais tantôt, hein, l'agilité, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de planification en agilité. Il y en a une planification, on a une vision, on a un objectif qu'on veut atteindre, des objectifs qu'on veut atteindre. Et ça, les gens, lorsqu'ils ne se font pas accompagner, bâclent cet aspect-là. Puis après ça, tout déboule. Fait que je pense que pour avoir une saine gestion adaptative, on se doit d'avoir l'intelligence de se faire accompagner. Oui, il y a quelqu'un aussi qui avait mis cette piste de réponse-là, un leader humble accompagné d'un bon coach. Exactement. Quelqu'un avec plein de bonnes intentions, mais accompagné peut-être dans sa découverte là, de l'agilité aussi. Je ne sais pas, Marie-Josée, qu'est-ce que tu en penses? Oui, dans le fond, c'est ça, c'est dans la découverte. Et je pense que toutes ces réponses sont bonnes.
Tu sais, ça va vraiment dépendre de la maturité de l'équipe. Il y a tellement de facteurs que c'est dur d'avoir une bonne réponse. Tu sais, la maturité de l'équipe, la maturité de l'entreprise, la vitesse qu'on veut y aller. Tu sais, il y a tellement de choses à tenir compte. C'est un processus, je pense, qui est complexe, mais qui est vraiment basé sur l'humain. Fait que moi, c'est le même que je le vois. Là. Puis, tu sais, mon but à moi, quand j'ai réfléchi, ben, c'était ça. Quand j'ai fait les 5 pourquoi, c'est que moi, ça va dans mes valeurs. Mais quelqu'un d'autre qui ferait l'exercice du 5 pourquoi, là, il peut aller complètement ailleurs, puis c'est aussi bon. Mais de la façon qu'il va se rendre risque d'être différente de la mienne. Hein. On a toute notre saveur, dans le fond, là, puis c'est parfait comme ça. Excellent. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres témoignages ou commentaires, ben, je te remercierais, Marie-Josée, pour nous avoir partagé ton expérience avec nous. C'était vraiment intéressant. Merci aussi à tout le monde qui était avec nous ce soir. Là. Vraiment, c'est super apprécié que vous ayez été avec nous. Donc, je répète un peu ce que je disais au début. Si vous voulez participer à d'autres événements, la plupart de nos événements sont gratuits. Donc, venez sur notre site web, Agile Montréal, inscrivez-vous à l'infolette, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et s'il y a des gens parmi vous qui veulent aussi soumettre des sujets de conférences ou d'ateliers que vous voudriez animer, ben, faites-nous signe également sur le site web. Ça va nous faire plaisir d'évaluer vos propositions, tout comme Marie-Josée ce soir qui nous a soumis son sujet puis qu'on a inclus dans la programmation. Donc, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas non plus Spark the Change, notre prochain événement d'envergure au mois d'avril. Je pense que le lien avait été partagé au début. Patrick, je suis certaine que tu as ça sous la main. Le Spark the Change, ben, je l'ai mis tantôt. Je ne sais pas si je l'ai encore. Écoute, non, pas de pression, pas de pression. Non. Mais je vous invite à aller découvrir. Il y a la communauté de pratique Agile RH qui est très alignée avec ce qu'on vient de dire aujourd'hui, qui est mardi prochain. Le Spark the Change, merci à tout le monde de l'avoir mis. Oui, merci. Ben, je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je reste quelques minutes s'il y en a qui veulent rester jaser avec nous. Mais sinon, merci encore, puis j'espère vous voir très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci Marie-Josée pour ton partage. Ça m'a fait plaisir. Bye bye. Bonne soirée. Bye tout le monde. Merci.